Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, immense merci à tout le monde. Hein. J'ai reçu beaucoup comment on dit, beaucoup de commentaires pour dire en fin de compte que mes vidéos servaient à quelque chose. Allez, hop. J'arrive à me filmer. Voilà, donc les vidéos servent à quelque chose et je vous remercie beaucoup. C'est vrai que j'avais eu beaucoup de retours avec beaucoup de précision. J'essaie de trouver un coin où il n'y a pas trop de bruit. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'un phénomène que l'on trouve surtout chez les mâles, mais aussi chez les femelles, de tous les mammifères. C'est l'histoire de la testostérone. C'est-à-dire que la testostérone, elle augmente elle augmente et elle a des répercussions sur tout votre organisme et tout votre comportement. C'est-à-dire que tout le monde sait que par exemple, il y a des compétitions, moi j'en connais, hein, des gens qui faisaient du culturisme, qui étaient chargés à la testose, en abo, et qui ont pété les plombs en sortant dans la rue, qui ont voulu casser la gueule à tout le monde parce qu'ils avaient perdu, d'autres qui avaient cassé la gueule à des juges, ouais, des trucs comme ça, quoi. Donc on le sait, c'est-à-dire que, mais le problème c'est que c'est dans tous les sports. Tous les sports, il y en a même qui bouffent les oreilles des boxeurs. Hein. Voilà, donc en fin de compte, si vous donnez la testo par exemple à un coq, vous le mettez dans sa basse-cour, il va devenir hyper agressif, déjà qu'il en est déjà chargé. Mais si vous donnez la même testo à une poule, et qu'elle commence à vouloir combattre le coq, et à faire la femelle dominante, à partir de là, eh ben c'est foutu, quoi, tout votre poulailler est foutu. Déjà naturellement, vous pouvez avoir plus de testo. Alors qu'est-ce qui fait que vous allez avoir plus de testo naturellement? Eh bien, c'est un phénomène qui s'appelle la victoire. Voilà, quand vous arrivez, quand vous avez réussi quelque chose, quand vous avez vaincu un adversaire, que ce soit une joute verbale ou une joute physique, eh bien votre testo augmente. Et ça vous rend fier, arrogant et surtout dédaigneux. Vous savez, ces gens qui ne sont rien, ces Gaulois réfractaires, et puis ça vous rend hyper agressif et complètement, parce que c'est notre projet, vous voyez. Bon, cocaïne aussi, hein, on est d'accord. Mais voilà, donc c'est tout simplement un petit truc. Pourquoi les gens sont agressifs quand ils ont réussi quelque chose? C'est parce que la testo augmente. Alors ils sont aperçus, par exemple, vous prenez deux groupes d'animaux ou deux groupes de personnes, hein, de toute façon ça joue de la même chose. Et vous leur faites faire des combats, des jeux, hein, même des jeux de groupe. Hein. Et bien, vous le voyez dans les équipes de foot, des choses comme ça, ceux qui gagnent, ils sont hyper agressifs et ils arrivent même à se cogner entre eux. C'est-à-dire, ils arrivent complètement à péter les plombs, mais en se tapant eux-mêmes. Alors que les perdants, ils ont une baisse de testo et eux, ils se plient et ils ne cherchent pas à être agressifs. Voilà, c'était un petit détail. Je voulais vous en parler. Ça peut avoir son importance. Arrogance, voilà. Pour ça, il y a des gens, bon, ils vont faire un entraînement, quelques heures après, ils vont avoir une poussée de testo, et là, ils vont s'y croire, quoi. C'est pas grave. Après, je voulais vous dire qu'il il faut être honnête avec soi-même. Voilà. Ça, je passe sur un autre sujet. Il faut vraiment être honnête avec soi-même, dans le sens où c'est pas parce que vous aimez quelque chose que cette chose est parfaite. C'est pas parce que vous avez décidé je sais pas moi, de vous inscrire à un club de machin truc, que ce machin truc c'est la meilleure des choses. Je dirais peut-être que ce machin truc, c'est peut-être uniquement ce dont vous avez besoin maintenant, à ce moment-là, pour vous discipliner, pour vous sortir d'un chagrin, d'amour, pour vous sortir de l'alcool et tout. Alors vous allez dans un club où tout le monde gueule, où tout le monde tape sur des sacs ou des makiwara, puis voilà quoi. Mais c'est simplement ce dont vous avez besoin à ce moment-là, et c'est pas pour ça que c'est parfait. Et je parlais par exemple des clubs empreints de Bushido, eux-mêmes imprégnés de zen.
Il faut savoir que ce zen-là n'est pas le zen, en fin de compte. Le zen qui est arrivé en Europe n'est pas vraiment le vrai zen. Ça avait déjà été dénoncé par Deshimaru il y a quelques années. Mais même le zen de Kodo Sawaki qu'avait enseigné Deshimaru, il faut savoir que Kodo Sawaki, quelqu'un dont j'apprécie énormément les écrits, avait fait la guerre, avait fait partie de ce mouvement nationaliste japonais où les moines étaient mis à contribution pour faire des quêtes pour l'armement, et voire même ils travaillaient eux-mêmes dans des usines, ils apprenaient à manier les armes, etc. Donc ça on ne sait pas. Donc je vous conseille ou d'aller voir ma page Facebook Bernard Bordas 3 et vous allez voir les preuves, ou bien carrément d'acheter le livre Zen en guerre, qui est un livre qui est paru en 2001 je crois, et qui explique tout ça. Voilà. Vous pouvez le commander sur internet, ça vous coûtera 50 € sur Amazon. Donc disons que c'est pas parce que vous aimez le zen que ces choses-là sont fausses. Bénédiction des drapeaux avant la guerre, on a connu ça chez les chrétiens, je veux dire, l'armée et le christianisme sont une seule et même chose. Avant que ça devienne l'armée et la République, c'était l'armée et le christianisme, l'armée et l'église, où tout le monde allait avec son épée, on la mettait en croix, et puis on recevait des bénédictions. Avant une bataille, on passait la nuit à l'église à méditer, bien sûr, mais à se recueillir, on va dire. Mais c'est des choses qui existent. Le zen a été ultra militarisé, utilisé pour la promotion de la guerre. Et ce zen qu'on vous vend avec le Bushido, alors encore une fois, le Bushido n'existe pas, n'a jamais existé, mais ça a été repris au Japon dans les années 30. Pourquoi? Parce que le livre de Nitobe a été certainement traduit dans les années 10 au Japon. Parce qu'il était... Je vous rappelle que Bushido, Soul of Japan, c'est un livre anglais, sinon il aurait dit Bushido Yamato Damashi, c'est-à-dire il aurait écrit le titre en japonais, pardon. Mais non, pas du tout, ça a été en anglais parce que Inazo Nitobe était un Quaker, un chrétien qui vivait aux États-Unis et qui était marié avec une Américaine et qui avait été élevé par des Occidentaux, des prêtres, et puis bon, il ne connaissait pas grand-chose vraiment du Japon, quoi. En tout cas, les samouraïs, il n'en avait jamais croisé. Vous voyez, donc... c'est surtout basé sur des livres chrétiens, la Bible, le Hagakure et quelques extraits de mythologie gréco-romaine, on va dire. Voire hindouiste. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc les gens des mythes des moines guerriers et du Bushido aussi, c'est-à-dire les moines zen qui ont contribué à la guerre, il y en a plein. On cite Datsun Suzuki, Soshu Soen, Kodo Sawaki, ouais. C'est eux qui allaient qui bénissaient les troupes, ils disaient qu'un soldat doit offrir sa vie, quoi, parce que c'est une guerre juste, c'est une guerre de compassion. Faut pas aller dire ça aux Chinois, que le massacre de Nankin, faut pas dire que c'était quelque chose de compassionnel. Si on enterre les gens vivants après 2 coups de baïonnette, on peut pas dire que c'est de la compassion. Voilà, donc ceci pour souligner encore le fait qu'on a été encore blousé, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir sur le Bushido, sur les soi-disant arts martiaux qui n'en sont pas. On s'est fait avoir sur le zen. Mais vous savez, faut pas dire que c'est nouveau. Faut pas dire que c'est nouveau. Jigoro Kano lui-même, je l'ai mis dans une de mes premières vidéos, j'en dois être presque à 450 vidéos, là, peut-être plus. C'est pas vraiment nouveau. Jigoro Kano, donc le promoteur du judo, lui-même, avait dit dans une sorte de conseil de ministre à l'époque qu'il fallait que l'Occident absorbe le judo parce que les judokas seraient des bons clients pour les produits japonais. Ceux qui ont été chez moi, voyez que j'ai plus de produits japonais que français parce que j'ai 50 ans derrière moi de pratique d'art japonais. Et c'est vrai que j'adore le Japon, et c'est vrai que j'adore la philosophie, et c'est vrai que j'ai été dans des monastères, et c'est vrai que j'étais ordonné dans le zen. Donc ça marche, cette mystification marche très bien. Donc quand on voit des affiches Bushido pour des compétitions de karaté,
la Coupe du Samouraï, des machins comme ça, où on parle de Bushido sur les sites de certaines fédérations françaises. Bah, le Bushido, c'est un truc qu'on s'imagine, mais qu'on ne connaît pas parce que ça n'a jamais existé. C'est quelque chose qui a été fabriqué par Nitobe. Voilà. Encore une fois. Et le zen, c'est pareil. La pratique du zen est très dépouillée, mais il faut savoir qu'il y a eu un néo-zen. Justement, Suzuki avait été envoyé aux États-Unis, c'est pas ce que j'ai compris. Donc le même qui avait encouragé les soldats à sauter sur les chars avec des bombes, ou se glisser sous un char avec des mines, par des trucs comme ça, quoi. Donc c'est ce karaté zen qui a servi pour faire les kamikazes et la Gestapo japonaise. Enfin, en fin de compte, on pose son regard où on veut. Et même si vous regardez quelque chose, l'important c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire ce que votre esprit vous renvoie. Là, je regarde les arbres. Je trouve ça magnifique, mais je peux très bien être plongé dans d'autres pensées. Je regarde les arbres, mais je les vois pas. Vous avez le sketch comme ça, enfin le sketch c'est un test, où on voit des gamins qui jouent une sorte de jeu de balle, et on vous demande combien de passes fait tel ou tel gamin. Et donc les 50% des gens qui regardent ces enfants jouer ensemble ne voient même pas qu'il y a un bonhomme déguisé en gorille qui traverse, qui s'arrête, qui fait coucou, qui se tape sur le torse, fait coucou à la caméra et qui s'en va. Donc pourtant il est présent au moins 15 secondes quoi, sur la caméra, mais les gens ne voient pas, quand on leur demande de compter par exemple le nombre de passes que fait un enfant, ils sont obnubilés. C'est-à-dire qu'à force de regarder les choses comme ça, une partie des choses on ne voit pas. On ne voit pas tout. C'est le principe de vous prenez un journal et vous lisez que les gros titres et puis vous êtes content. Mais ça ne suffit pas. Voilà, donc ça c'était pour le côté qu'on a encore été mystifié beaucoup plus qu'on croit. Et puis bien sûr ce Bushido, ce zen, ça a été repris dans les films, dans les feuilletons, dans les romans. Après les gens ils vous disent oui mais je l'ai vu au cinéma. Oui, mais... Ou tel maître, oui mais tel maître qui est né en 1930 et puis qui a subi le lavage de cerveau. Qu'ont subi tous les Japonais, quoi. Bien sûr, eux, ils vont parler de zen, ils vont parler de Bushido, sans plus. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète le plus, déjà à l'époque, parce que ça s'adresse à des gens des années 60 qui se sont fait avoir, qui ont écrit beaucoup de bouquins, parfois sur le karaté, sur ceci, mais pour moi, ils se sont fait avoir, quoi. Regardez ce paysage. Les Saintes, c'est ça. Une ville édifiée, on dit par les Romains, mais bon, les Romains, les citoyens romains, ils ne bossaient pas. C'est les esclaves centons qui travaillaient. C'est pas certainement pas les Romains qui étaient les fonctionnaires ou les soldats qui protégeaient les fonctionnaires. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est la baisse de QI. Vous savez que la baisse de QI chez les enfants, c'est avéré, scientifiquement prouvé. Ne serait-ce que si on vous demande de faire comment on appelle ça, de résoudre un problème du certificat d'études des années 30, on va dire, des années 20, des années 30, des années 40. Je suis sûr que personne à 35 ans peut y arriver, ni à 20 ans, et encore moins à 17 ans. Ah non, moi je me souviens, comme la France était rurale à 80% pratiquement, c'était des problèmes de géométrie où il fallait calculer des hypoténuses, fallait trouver les surfaces pour savoir quel champ était plus grand si on faisait ça et ça. C'était très pratique, c'était quelque chose qui s'était avéré pour le remembrement, des choses comme ça. L'histoire des baignoires qui fuient, vous savez, pour les faire des citernes, l'histoire des citernes d'eau qui fuyaient. Et puis vous aviez bien sûr les trains qui partaient à telle heure de Bordeaux et à telle heure de La Rochelle, ils se croisaient à Saintes, et puis à quelle heure ils allaient se croiser, sachant qu'il y en a un qui allait à tel kilomètre, à telle vitesse, et puis et qu'il y avait tant de kilomètres à faire, etc. Bon, ça c'est des trucs simples, mais bon, je suis sûr qu'il y en a le trois quarts qui n'y arriveraient même pas. Déjà que les gamins n'arrivent même pas à lire l'heure sur un cadran aiguille, t'imagines. Bon, après, moi, en tant qu'éducateur, j'ai très bien vu, surtout pendant les vacances, quand je faisais les sports vacances, ce que dit un petit peu l'OMS. 4 ados sur 5 dans le monde ne bougent pas assez. Et on nous dit que 85% des Français, des ados français, sont complètement
en carence d'activité physique. Alors on ne va pas dire qu'ils sont obèses, on va pas dire, mais bon, ils sont en carence d'activité physique, ce qui va jouer sur leur longévité et aussi sur leur capacité cérébrale. Je l'avais déjà démontré que si par exemple vous faites un exercice qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire calculer, etc. Et après vous allez vous entraîner, vous êtes plus fort, vous avez sollicité plus de connexions neuronales dans votre cerveau et donc vous êtes plus fort. C'est comme ça. Et inversement, si vous faites un exercice physique intense et puis après vous allez faire des exercices cérébraux, et bien que ça va être beaucoup plus simple, vous allez être beaucoup plus fort. Donc ça, ça a été calculé. Hein. Sauf que les gamins, ils bougent pas. Donc en fin de compte, on a calculé par exemple, alors ça c'est le professeur François Carré, que ceux qui bougent le plus ont ont des meilleurs résultats scolaires. Voilà. Et qu'on voit les enfants qui sont maintenant là, les ados maintenant ont une espérance de vie bien moindre que les enfants des années 70, ils sont même pas 50% des capacités physiques. Et je disais à un de mes stagiaires qui était passionné par Georges Hébert, si je lui donnais le tableau de Georges Hébert pour calculer les qualités physiques, hein, c'est les tableaux qu'il utilisait pour la marine, pour l'armée, etc. Ça leur fait tout drôle. Ça leur fait tout drôle. Les gamins, ils n'arriveraient pas à faire le saut à pieds joints, par exemple, de 2 mètres, des trucs comme ça. Bien qu'ils soient beaucoup plus grands, puisque à l'époque, les gars, ils faisaient en moyenne 1m60, 65, hein, et on leur demandait, par exemple, de faire un pied joint de 2 mètres, et en disant, c'est bon, c'est un bon résultat. Maintenant, les 3/4, ils se font 1m90, ils vont sauter 1m80, quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Si on réduit ça, ça ferait sur 1m60, 65, ça ferait qu'ils sauteraient même pas 1m60, quoi. Voilà, donc c'est la puissance, le dynamisme, cette bioénergie, cette vitalité, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des sous-vitalisés. Voilà, donc quand on regarde les IRM par exemple, de ceux qui bougent le plus, ils ont la substance grise qui est beaucoup plus épaisse, donc il y a une meilleure relation communication entre les neurones. Donc meilleure compréhension, meilleure mémoire, meilleure tout ce qu'on veut, vous voyez, voilà, à force de ne pas bouger, ça va faire des beuillots comme on voit dans Idiocratie. J'espère que tout le monde vous avez vu ce film. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Donc l'histoire de la testostérone, l'histoire du zen en guerre, et l'histoire que le QI est en train de se casser la gueule et que les enfants bougent de moins en moins. Donc je pense que on peut faire le rapprochement entre les gens qui bougent pas, qui bouffent beaucoup, qui bouffent de la merde, etc. Le QI qui baisse. Vous voyez, c'est tout simplement, c'est ça. Moins vous bougez, plus votre QI va se casser la gueule. Ça paraît aberrant, ça paraît idiot, mais c'est comme ça. Ce sont les recherches de l'OMS qui sont complètement affolées. Ok. C'était notre petit tour dans le jardin public, là. Et je vais faire quelques photocopies, je vous expliquerai ça plus tard. D'accord. Et puis, oui, alors j'ai reçu des nouvelles des stagiaires qui sont ravis de la clé USB que j'aurais passée avec presque 1000 dossiers. Hein. Et ils en ont pour une vie, là. À lire, étudier, voilà, tout ce qui est basé sur la survie, sur les soins naturels. Alors bien sûr, je parle de l'argile, du charbon, du bicarbonate, enfin les trucs basiques, hein, les plantes. Et puis il y a plein d'autres choses, plein d'autres choses qui vont vous servir parce que les temps vont certainement être durs. Et puis même si les temps sont pas durs, si vous voulez un petit peu durer sur cette planète, voilà, on sait très bien que si on mange 30% en moins, on augmente sa vie de 50%, sa durée de vie de 50%. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, et pourquoi, à quoi ça sert, entouré de cons, tout ça. Bon, déjà, le mec qui dit ça, il a déjà perdu, quoi. C'est le gars qui fume, qui boit son Ricard, et puis qui attend devant sa télé que la mort arrive, quoi. Ne vous inquiétez pas, elle arrivera. Hein. Plus tôt, elle arrivera plus tôt. On est programmé, normalement, par la nature pour vivre entre 130 et 120 ans. Donc, il y a un physiologiste, il n'y a pas longtemps, un anatomie-physiologiste qui disait qu'on devrait tous mourir d'un cancer à 130 ans, là, comme ça. Voilà. C'est bon, on a bien vécu, là, on fait un cancer à 130 ans et on s'éteint. Donc,
Mais on ne devrait pas mourir à 50 ans d'un cancer. C'est pas normal. On vit moins que la moitié. Ok, bah, de toute façon, hein, moi j'ai ma caméra et j'espère qu'elle tiendra encore 100 ans, parce qu'à mon avis, je tiendrai plus que l'obsolescence programmée de cette caméra. C'est la deuxième que j'achète, hein, quand même. Allez, à bientôt.